Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va et vous? Bien, bien, bien. Bon, écoutez, on a un printemps des urgences, un été social et un automne au travail. Un automne du travail, plus précisément. Gabriel Attal qui a dévoilé ce week-end dans le Parisien le calendrier de ces réformes promettant aucun temps mort. Aurélie Trouvé, c'est bien, c'est un gouvernement qui est actif, qui est au travail? Il nous promet d'accélérer en fait une politique qui mène la France en fait dans le gouffre, hein, et je m'expliquais, qui mène la France dans le gouffre parce que il y a de plus en plus de chômeurs. Il n'y a pas du tout une France qui se remet au travail, hein, il y a de plus en plus de chômeurs. La croissance est en berne, les gains de productivité sont en berne, l'inflation se poursuit, le pouvoir d'achat des Français Pardon, elle reflue un s'effondre. petit peu l'inflation. Ça se calme un petit peu au niveau de l'inflation quand même, il faut le reconnaître. Chiffre INSEE, hein. Oui, ça se calme. Ça se calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça n'augmente pas autant, mais ça continue à augmenter. Et en vérité, il faut prendre les chiffres sur 2 ans et qui sont catastrophiques. On a plus 20% des prix sur l'alimentation, plus 15% sur le prix de l'essence. Et on a encore une inflation pour 2023 qui a près de 5% pour, si je prends l'IPCH, l'indice européen. Et c'est un des plus mauvais de la zone euro. C'est-à-dire qu'il y a des pays, presque même tous les pays hors pays de l'Est, qui font beaucoup moins que nous en termes d'inflation. Donc les prix ont beaucoup moins augmenté ailleurs en Europe par rapport à la Mais France. Donc je vous le dis, le rythme de croissance de l'inflation, logiquement, sera divisé par deux cette année par rapport à 2023, si on en croit les prévisions, encore une fois, à la fois du gouvernement et même de la Banque de France. alors d'abord, il faut toujours faire attention avec les prévisions. Et ensuite, je vous le dis, comparons au reste de l'Europe, plus 5% en France, alors que par exemple en Belgique, on a moins 0,5%. C'est-à-dire qu'en Belgique, par contre, on a réussi à diminuer l'inflation, à diminuer les prix, alors qu'en France, ils continuent à augmenter. Et l'année prochaine, on nous annonce 2 et quelques pourcents. Bon, peut-être il y aura un mieux de quoi? Un mieux, en fait, c'est juste, entre guillemets, moins pire. C'est-à-dire que les prix continueront quand même à augmenter, mais ce qui est le plus grave, et je compare à un pays comme la Belgique et bien d'autres pays, c'est surtout que les salaires n'ont pas suivi les prix. Et donc, on a un appauvrissement de la France. C'est-à-dire que le problème n'est pas en soi l'inflation, il est que les salaires ne suivent pas On a eu, l'inflation. Aurélie Trouvé, on a eu les chiffres du ministère du Travail, c'est vendredi, je vais vous en parler. Les salaires ont progressé plus vite que l'inflation en moyenne en 2023, nous dit le ministère du Travail. Ce qui n'a pas été le cas, on le sait évidemment, en 2021 et en 2022. On peut être satisfait que les salariés, c'est une moyenne bien sûr, en tout cas, aient regagné du pouvoir d'achat en 2023. Alors moi, les chiffres que j'ai de l'INSEE, c'est en 2022, moins 2% de Oui, salaire oui. mensuel de base et en 2023, moins 0,6% de salaire mensuel de base selon l'INSEE. Donc on a en fait une diminution de près de 3% en 2 ans des salaires réels, c'est-à-dire évidemment corrigés de l'inflation. Et je vous dis, ce n'est pas que la question des salaires, c'est aussi la question du niveau de vie des chômeurs. Les chômeurs, notamment, sont vraiment une des cibles de ce gouvernement. Je dis bien une cible en termes de détérioration encore du niveau de vie. En fait, on a vraiment une politique anti-chômeurs. Or, les chômeurs, je le rappelle, ce sont des millions de Français en France. Il y a 5,3 millions de personnes qui sont en recherche active d'emploi. Et ce chômage va encore augmenter puisque l'OFCE nous annonce un chômage à 7,9%. C'est-à-dire que le chômage est en train de réexploser et que en fait la promesse entre guillemets de ce gouvernement, c'est-à-dire souffrez mais vous inquiétez pas, on va avoir de l'emploi. En fait, cette promesse est une trahison. Ouais. On a 7,4% de chômeurs aujourd'hui. L'OFCE, qui fait partie des plus noirs, mais vous avez raison, on les a souvent dans l'émission ici, il parle effectivement d'un chômage à 7,9, ce qui ferait un demi-point de plus. On avait Marie-Lise Léon, qui était à votre place, enfin qui était là avec nous en studio la semaine dernière, la secrétaire générale de la CFDT que vous connaissez. Elle abondait dans votre sens, elle disait que baisser le niveau des allocations chômage n'incite pas à retrouver du travail. Comment vous pouvez nous l'expliquer simplement? Parce que dans la tête des gens, on se dit que si on flique plus les chômeurs, ils trouveront du boulot, parce qu'il y a des emplois qui sont vacants. Comment on explique pour vous que ça ne marche pas comme ça?
Et c'est très simple, en fait. Il suffit de voir combien il y a d'emplois disponibles par rapport au nombre de chômeurs. Il y a 5,3 millions de personnes qui recherchent un emploi, d'accord? C'est le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi. À côté de ça, vous avez à peu près 360 000 emplois disponibles. Donc, ça veut dire que vous avez un emploi disponible pour 14 chômeurs. Donc, en l'occurrence, un chômeur, pour qu'il trouve un emploi, c'est pas seulement qu'il faut lui mettre la tête dans l'eau, l'asphyxier complètement, l'appauvrir, le mettre dans une misère absolue pour qu'il accepte un emploi, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas d'emploi à la clé. C'est même pire, parce que quand vous appauvrissez les gens à ce point-là, qu'ils se retrouvent à la rue, qu'ils n'ont plus de logement, etc., parce que vous avez diminué encore leurs droits, c'est des gens qui seront encore moins capables de s'insérer socialement et de trouver un emploi. Donc, il faut évidemment augmenter, au contraire, les revenus des chômeurs pour qu'ils se mettent en situation de pouvoir juste s'intégrer socialement, parce qu'on s'intègre pas ou très difficilement quand on vit à la rue, par exemple. Et deuxièmement, eh bien, il faut évidemment un choc massif de création d'emplois. Et c'est à peu près l'inverse de ce qu'est en train de faire ce gouvernement. Ouais. Après, c'est vrai qu'on se souvient de la promesse d'Olivier Dussopt, qui n'est plus ministre du Travail aujourd'hui, mais l'idée de durcir les règles de l'assurance chômage quand le taux de chômage baisse et de les adoucir ou de les rendre plus généreuses, ces règles, quand le taux de chômage remonte. Et là, manifestement, comme il y a possiblement un nouveau tour de vis qui met en colère la CFDT, on a aussi le patron de Force Ouvrière qui était présent avec nous, qui a dit que c'était un casus belli pour lui de mettre un nouveau tour de vis au niveau des règles d'assurance chômage. Écoutez, vous avez un appauvrissement général de la France, d'accord? Une smicardisation et une RSAisation. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de gens au SMIC, d'accord? Vous aviez 11% de gens au SMIC en 2017. 7 ans après, 7 ans de présidence Macron, on est à 17% de gens au SMIC. Sur le RSA, c'est pareil. Il y a de plus en plus de gens au RSA, de moins en moins qui touchent évidemment les allocations chômage, mais globalement, de plus en plus de gens au RSA. Bon, smicardisation, RSAisation, appauvrissement général de la France, c'est même aussi les résultats de l'INSEE de 2022. Il y a un portrait social de l'INSEE qui montre que tout le monde perd du pouvoir d'achat, sauf les plus riches. Donc, dans cet appauvrissement général, qu'est-ce que ça fait? Il y a de moins en moins de demandes internes, donc ça plombe la croissance, donc ça plombe l'emploi. Donc, en fait, ce gouvernement est en train de nous mettre dans le gouffre, de nous mettre dans un gouffre absolu, économique et social. Et évidemment, le fait d'appauvrir les chômeurs, d'appauvrir les travailleurs, tout ça nous emmène dans un cercle infernal d'appauvrissement général. Voilà, donc c'est là-dedans que s'inscrit cet appauvrissement des chômeurs. Parce que ce qu'a fait Olivier Dussopt en diminuant les droits des chômeurs en période dite compliquée, c'est juste un appauvrissement des chômeurs. Et donc, c'est juste le fait de plomber la demande interne et de plomber l'économie. Voilà le résultat. En plus d'une politique absolument injuste, c'est-à-dire que vous tapez sur les plus précaires et les plus pauvres de notre société. Aurélie Trouvé, Gabriel Attal s'est exprimé également sur le logement. C'est que c'est une urgence. Un projet de loi est en cours, nous dit-il, avec 20 territoires où les procédures seront simplifiées pour construire rapidement des logements. Objectif, 30 000 logements en 3 ans. On se dit quoi? Que c'est réaliste, c'est pas très ambitieux? Alors là aussi, je vous fais un petit calcul. 30 000 logements en 3 ans, ça fait donc 10 10 000 000. logements par an. D'accord. Les besoins aujourd'hui, ils sont à 100 000 logements par an. Le gouvernement le sait très bien. Donc, il nous annonce une construction de 10 000 logements par an en plus. D'abord, il n'y a rien de nouveau. Il l'avait déjà annoncé il y a quelques mois. Et surtout, c'est 1/10 de ce qu'il faudrait. Donc, là aussi, c'est de la pure communication. Et franchement, c'est scandaleux. Bon, ça, c'est une première chose. Mais surtout, il y a beaucoup plus grave dans les annonces sur le logement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est une remise en cause pure et simple de la loi dite SRU, c'est-à-dire qu'ils vont supprimer ils vont supprimer l'obligation pour les maires de 25% de logements sociaux vers les revenus les plus modestes, les ménages les plus modestes, puisque en gros, enfin cette règle saute quoi. Donc non seulement ils sanctionnent pas les maires délinquants qui ne respectent pas cette règle, mais en plus plutôt que de faire respecter cette règle, eh bien, il la supprime. Pardon, Aurélie Trouvé, pourquoi selon vous, Macron. pourquoi ils font ça dans ces cas-là? Pourquoi ce choix de faire sauter la loi SRU et ce quota de 20 ou 25% de logements sociaux? Je vais le dire de manière très triviale, c'est un gouvernement de riches pour les plus riches. Voilà. C'est un gouvernement qui mène vraiment une politique pour les riches et qui a décidé d'abord de massacrer l'État à la tronçonneuse et donc de massacrer tous les droits sociaux pour un électorat que de toute façon il ne vise pas ou plus,
à savoir toutes les classes moyennes et les classes les plus précaires. Et donc, ces 7 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social, la Macronie leur dit, désolé, eh bien, nous ne ferons pas respecter ça. Nous garderons nos ghettos de riches dans des communes, par exemple, comme Saint-Mandé. Vous savez, moi, je suis en Seine-Saint-Denis, je suis députée Seine-Saint-Denis. À quelques kilomètres de là où je suis députée, il y a une commune comme Saint-Mandé où il n'y a que quelques pourcents de logements sociaux quand il devrait y en avoir 25%. Aucune politique qui permette de faire respecter cela. Donc, ils sont en train de créer des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Voilà la politique du président Macron au service des plus riches. Le poids des normes, nous dit le Premier ministre, on parle également de tout ce qui est normes, bureaucratisation, c'est 60 milliards d'euros. Je ne sais pas d'où il sort ce chiffre, de pertes économiques pour nos entreprises. Il veut simplifier et supprimer les normes inutiles. Il dit qu'il y a beaucoup de normes qui sont utiles, d'autres qui le sont moins. On peut lui reprocher de vouloir aider les artisans, les commerçants, les petits patrons qui n'ont pas une armada de conseillers pour toute la partie administrative. Vous le comprenez, ça? Mais on est tous d'accord sur le fait d'aider les TPE, les PME, etc. Mais en fait, il nous sort là aussi de la pure communication. D'abord, il faudra m'expliquer ce chiffre. Hein. Il nous balance un chiffre, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas ce qu'il comprend comme normes. Est-ce que c'est des normes pour protéger l'environnement, pour protéger les travailleurs, ou est-ce que c'est de la surcharge administrative? On ne sait pas. En l'occurrence, bien sûr que parfois, il y a de la... Je pense aux agriculteurs, il y a parfois de la surcharge administrative, mais qui est plutôt liée à des usines à gaz. Mais à côté de ça, je suis désolée de le dire, s'il s'agit de détruire l'environnement, de détruire les droits des salariés pour essentiellement l'intérêt de grandes entreprises, effectivement, là, nous sommes contre. Pour les TPE et PME, quel serait ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les mesures premières à faire pour leur sortir la tête de l'eau? C'est par exemple de supprimer, de ne pas avoir de hausse des prix de l'électricité, comme ce qui vient d'être décidé au 1er février. Voilà. Le patron de la CPME, juste on retrouver le patron de la CPME, François Asselin, était avec nous il y a 10 jours. Il m'a dit la seule mesure qu'on demande, nous, c'est la suppression des seuils. Je ne sais pas si ça va vous plaire, ça, mais la suppression des seuils. De quel seuil? Les seuils sociaux, au-delà de 20 salariés, 50 salariés, les obligations. Voilà ce qu'il a demandé en tant que patron de la CPME. Moi, ce que je vous dis d'abord, c'est il faut protéger les salariés des TPE et PME. Deux, ce qui pèse, et c'est les discussions que j'ai pu avoir moi avec un certain nombre de représentants de TPE, PME, c'est d'abord de ne pas avoir des charges qui explosent, notamment sur l'électricité. Ce sont des entreprises qui sont directement impactées par cela. Et deux, la protection par rapport aux multinationales. Et il faut pour cela une politique beaucoup plus stricte de respect, par exemple, de la fiscalité des très grandes entreprises. Vous savez que les TPE, PME payent plus d'impôts sur les sociétés et d'impôts en général par rapport à leur chiffre d'affaires que les très grandes entreprises. Voilà la protection dont ont besoin aujourd'hui les TPE, PME, plutôt que de nous inventer je sais pas, des normes qu'il faudrait abattre et qui, par ailleurs, bénéficieront d'abord aux très grandes entreprises. Il y a également un projet de loi Macron 2, c'est pas comme ça que c'était présenté par le Premier ministre, qui sera présenté avant l'été pour libérer la croissance. C'est quelque chose qu'on avait déjà entendu par le passé avec la loi Macron 1. Vous en pensez quoi? Vous êtes dubitative ou est-ce que, parce qu'en même temps, quand il dit qu'il faut aller plus loin dans la réindustrialisation verte de l'économie, vous n'allez pas être contre. Il parle de s'attaquer aux syndics de copropriété, aux ventes de médicaments en ligne, et surtout il parle de simplifier l'accès à beaucoup de professions. Ça peut vous parler, ça, non? Déjà, là, je reprends aussi les faits. Libérer la croissance. Bon, vous avez vu les perspectives de croissance avec leur politique, leur politique dont j'espère qu'elle va s'arrêter, mais le seul moyen de l'arrêter, c'est qu'ils s'en aillent. Les résultats, c'est une croissance en berne. Vous avez vu 0,2% prévu par la Banque de France. Voilà. Pour le premier trimestre, pour le premier trimestre 2024. Oui, voilà. Et puis, plus globalement, une croissance qui sera moins d'1% sur l'année, d'accord, qui est bien en dessous de ce que nous avait promis le gouvernement. Bon, d'ailleurs, ils sont en train de réviser eux-mêmes, le gouvernement, Bercy révise elle-même ses perspectives de croissance parce que, en gros, elle sait très bien qu'elle est partie sur un truc trop élevé, tout simplement parce qu'ils ont une politique qui berne totalement la croissance. Donc ça, c'est le premier problème. Donc pour relancer la croissance, bon là, je sais pas, ils nous vendent d'abord des mesures qui sont pas encore très claires, mais enfin, il faut une politique claire de relance de l'emploi et de l'activité. Ça passe d'abord par une garantie
de l'emploi, c'est ce que nous portons à la France insoumise, garantir l'emploi à chacune et chacun avec une politique forte budgétaire pour cela, à l'inverse de ce que nous annonce le gouvernement, qui nous annonce une cure d'austérité budgétaire drastique. Aurélie Trouvé, politique budgétaire forte, on a déjà 5% de déficit public, on est le mauvais élève européen. Qu'est-ce qu'on fait? On a les moyens? On a les moyens? Comment on fait avant de faire des coupes, comme le fait le gouvernement dans les hôpitaux publics, par exemple, hein, vous savez qu'il y a 600 millions d'euros attendus d'économies dans les hôpitaux publics qui sont à l'agonie. Donc, plutôt que de s'en prendre aux services publics de base et de baisser les dépenses publiques sociales, eh bien, il faut avant tout aller récupérer l'argent là où il se trouve pour les mettre dans les caisses de l'État. En l'occurrence, on a des profits qui s'envolent et qui en plus nourrissent l'inflation. Donc, faire en sorte de diminuer, de plafonner ces profits de multinationales, non seulement pour faire rentrer de l'argent public dans les caisses de l'État, mais aussi parce que ça va diminuer l'inflation, puisque, vous le savez, ce sont les profits qui nourrissent la hausse des prix, comme l'a très bien montré le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, vous avez des annonces de profits du CAC 40, excusez-moi, qui sont juste hallucinantes. Plus 37% de profits du CAC 40 pour Société Générale, par exemple. Total vient encore d'annoncer un profit de bénéfices. Et vous savez que pour ces valeurs du CAC 40, je le dis souvent, hein, mais il y a moins de 20% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Ce sont des activités, les boîtes sont françaises, mais l'activité est réalisée en dehors de France, et taxée d'ailleurs en dehors de France. Vous le savez, ça? Oui, mais s'ils taxaient réellement dans leur activité en France, et là aussi c'est une proposition que nous faisons, c'est-à-dire une taxe réelle sur l'activité en France, je vous assure qu'on récupérait bien davantage. Par exemple, on a fait les calculs sur si on avait fait, vous savez que le gouvernement vient d'abandonner la taxe sur les super profits pétroliers, par exemple, d'accord, alors même que l'Europe y incite, d'accord. Donc la mini-taxe absolument insuffisante qui avait été décidée en 2023, elle n'est même pas décidée pour cette année 2024. Nous voulons une taxe sur les super profits, pas seulement pétroliers, mais sur les super profits de manière générale, c'est-à-dire des profits qui se sont envolés avec la crise. Une telle taxe peut nous rapporter des dizaines de milliards d'euros. En dehors de l'énergie, vous la voyez où? Vous voyez où les super profits en dehors du secteur de l'énergie? Sur les banques, l'Espagne, par exemple, a décidé aussi d'une taxe sur les banques. Dans plusieurs pays d'Europe, il y a des taxes sur les super profits des banques et sur un certain nombre... Donc banque et énergie, et quoi d'autre? L'énergie, les banques. Après, il faudrait, par exemple, les industriels agroalimentaires. Nous avons d'ailleurs proposé une loi, alors non pas pour taxer, mais pour plafonner ces super profits parce qu'ils nourrissent aujourd'hui l'augmentation des prix alimentaires qui pèsent sur les Français. Voilà un certain nombre de mesures qui permettraient de ramener des recettes publiques. Et enfin, évidemment que si nous avons, vous savez, c'est une logique keynésienne, entre guillemets, c'est-à-dire une logique de politique de la demande et des besoins plutôt que de politique de l'offre. Si aujourd'hui, par ailleurs, nous soutenons la demande interne par une augmentation des salaires, une augmentation aussi des indemnités chômage et de l'ensemble des revenus des Français, notamment des classes moyennes et précaires, eh bien, ça relance l'emploi, ça relance la croissance et cette demande interne, du coup, porte l'économie. Et donc, ça fait ensuite rentrer des recettes publiques en plus. Vous comprenez ça? Voilà. Oui, et donc, c'est ça que nous proposons. Et c'est ce que fait actuellement les États-Unis. Et ça marche. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons la France et la zone euro. Ils mènent les deux. Il faut dire ce qu'il y a. Les Américains mènent à la fois une politique de la demande et de l'offre aussi. L'Inflation Reduction Act, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une politique de l'offre. Hein. Exactement. Vous avez raison. En fait, c'est pas tant une politique de la demande qu'une politique des besoins qu'il faut mener. C'est-à-dire booster la demande interne et notamment des classes moyennes et précaires. C'est ce que fait, vous venez de le dire, les États-Unis avec sa politique de Inflation Act, hein, ce que vous venez d'expliquer. Et en même temps, vous avez raison, il faut une politique liée de l'offre qui peut être via des investissements publics, par exemple dans la transition énergétique, pour booster l'activité, notamment des entreprises qui iraient dans la bifurcation écologique. C'est ce que font aussi les États-Unis et ça marche. Ils ont des résultats économiques qui n'ont rien à voir avec les résultats catastrophiques de la politique de Macron. Donc, il faut s'inspirer des Américains. C'est la leçon du jour. Oui, mais il faut surtout faire l'inverse de cette politique d'Emmanuel Macron qui est en train de faire souffrir la France, pas seulement sur le plan social, mais globalement sur le plan économique.
Voilà. Allez, merci pour cet entretien. Aurélie Trouvé, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci à vous. À bientôt. Oui, au revoir.